Monsieur le Président, vous êtes revenu sur le numerus clausus qui vous est cher, mais je suis étonnée de voir que vous êtes passé assez vite. Donc, vous avez précisé les choses par rapport à la position initiale de FO. Mais moi, j'ai bien entendu l'USM. Vous nous avez dit très rapidement il faut renoncer à cette idée du numerus clausus. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, du point de vue de l'USM, développer un petit peu, en fait, s'il vous plaît? Alors, on n'est effectivement pas favorable au numerus clausus, contrairement à nos collègues, pour diverses raisons. D'abord parce que le principe qui préside en matière de peine, c'est l'individualisation de la peine, et que si on est hostile aux peines planchées, on est également hostile à ce qui soit nous empêcherait de prononcer une peine de prison, soit nous forcerait à faire une sortie anticipée uniquement pour une question de place. Là-dessus, on estime que c'est aussi à l'État de prendre ses responsabilités et de prévoir le nombre de places adaptées. Alors, on n'est pas non plus pour une augmentation exponentielle du parc pénitentiaire, ce n'est pas du tout notre propos. Il faut quand même bien comprendre que avec la loi pénitentiaire, il a été acté le principe que la peine d'emprisonnement doit être l'ultime recours. On a un taux de réponse pénale qui augmente, je l'ai indiqué tout à l'heure, pour atteindre 90% passé, mais on a aussi un certain nombre d'alternatives aux poursuites et d'alternatives à l'emprisonnement qui sont prononcées. Quand on en arrive à prononcer une peine de prison, c'est que vraiment, normalement, on a envisagé toutes les autres possibilités et que toutes les autres possibilités ont été... par exemple, en général, on ne passe pas pour la première infraction devant le tribunal et on n'arrive pas à une peine d'emprisonnement ferme lors de la première comparution devant le tribunal, sauf infraction particulièrement grave. Donc, quand on arrive à cette peine de prison, si on est bloqué dans la possibilité de prononcer cette peine de prison par le problème de place, c'est effectivement, encore une fois, une atteinte à l'impérium du juge et à sa possibilité d'adapter la peine tant aux faits qu'à la personnalité et aux circonstances de commission des faits. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas conscient de l'état des prisons et qu'on se défausse complètement de cette difficulté. Nous, on estime qu'il faut renforcer les conférences d'exécution, les commissions d'exécution des peines, avoir véritablement un dialogue avec les établissements pour savoir, par exemple, tout ce qui est peine urgente, incarcération urgente dans le cadre des comparutions immédiates, des mandats de dépôt, instruction, etc., il ne peut pas effectivement y avoir de numerus clausus opposé. En ce qui concerne l'aménagement des peines dans le cadre des 723-15, il arrive que le juge d'application des peines fixe la date d'incarcération. Et là-dessus, on peut avoir aussi une certaine discussion avec les établissements pénitentiaires pour savoir à quel moment on peut ramener à exécution. Donc déjà, ce point-là. En plus, le numerus clausus nous semble quand même avoir un certain nombre d'effets pervers parce que, suivant le territoire où on se trouve incarcéré, on pourrait à ce moment-là être libéré de manière anticipée parce que le taux de population pénale est de 150%, alors que sur le ressort voisin, on aurait un taux d'occupation de 50%, et donc on ferait la peine jusqu'au bout, qu'on ait d'ailleurs un projet ou pas. Enfin, ça conduirait à des incohérences, à des inégalités de traitement sur le territoire qui nous semblent effectivement dangereuses. Nous l'avons développé d'ailleurs dans la note écrite. Je ne sais plus, excusez-moi, qui disait tout à l'heure qu'une des solutions pourrait être que le parquet saisisse moins, ou en tous les cas ne poursuive pas autant. Est-ce que, comment dire, vous avez pu constater ces derniers temps justement une augmentation également de la volonté de poursuivre? Et quand vous parliez de déconditionnement des esprits, etc., est-ce que vous parliez de la société, vous parliez des magistrats, vous parliez... voilà, je voudrais avoir un peu plus d'explications sur ça. Les parquets ont perdu leur opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'ils ont désormais le choix de la poursuite ou de l'alternative aux poursuites, mais ils n'ont plus la possibilité de classer en pure opportunité. Donc on a un certain nombre d'infractions mineures qui ne mériteraient pas, puisqu'il y a un recours au juge et à la plainte accrue, on s'américanise un peu depuis quelques années en France, donc on vient déposer plainte un peu pour tout et n'importe quoi. C'est le droit du citoyen de pouvoir déposer plainte, mais il faut aussi que le parquet puisse faire un tri dans ces plaintes. Depuis quelques années, il ne peut plus classer en pure opportunité. On le voit bien avec les indicateurs en matière de taux de réponse pénale. Il faut que le parquet retrouve cette possibilité-là, parce qu'on en arrive sinon à des situations aberrantes où finalement l'alternative aux poursuites, elle n'a pas mordu sur la poursuite, elle a mordu sur le classement. Et donc on engage une alternative aux poursuites. En cas d'échec, le procureur, il a deux solutions. Soit il renvoie devant le tribunal quelque chose qui n'aurait jamais dû aller devant le tribunal, soit il classe purement et simplement, ce qui est complètement incohérent, parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas respecté une décision d'une autorité judiciaire et à qui on dit finalement, c'est pas bien grave,
continuer comme si de rien n'était. Et donc on en arrive à avoir des juridictions encombrées aussi par des échecs d'alternatives aux poursuites qui n'auraient jamais dû arriver devant le tribunal. Alors, juste pour compléter un peu, c'est vrai que quand on dit que les parquets, il faudrait que les parquets poursuivent moins, ou que quand on dit qu'ils ont perdu l'opportunité des poursuites, c'est surtout sur injonction du politique, parce que et c'est un problème effectivement important. C'est vrai que ces dernières années, la politique pénale définie au niveau du ministère était celle du tout poursuivre et donc supprimait de fait pour les parquetiers, du moins ceux qui étaient en difficulté pour résister. Et on voit bien comment ça peut être compliqué dans les parquets, vu le statut, pour dire moi j'ai envie de classer sans suite et je ne poursuivrai pas ça. Donc on a conduit effectivement à encombrer des audiences avec des infractions qui n'avaient pas grand-chose à y faire. Donc effectivement maintenant, il s'agit de permettre aux parquetiers de retrouver l'amplitude de leurs compétences, puisque la loi française est fondée sur l'opportunité des poursuites. On a eu un changement d'air un petit peu avec la circulaire pénale de Madame Taubira au mois de septembre, qui rappelle, qui est axée sur le fait qu'on doit choisir le mode de poursuite adapté, sur l'individualisation des peines. Donc voilà, on commence à avoir moins de rigidité dans la directive générale. Il n'y a plus qu'à souhaiter effectivement qu'on l'abandonne totalement, mais ça c'est aussi lié au statut du parquet. Et qu'au bout d'un moment, pour que le parquet retrouve son amplitude de raisonnement, il faudra en faire un magistrat beaucoup plus indépendant. Et ça nous mène sur des réflexions beaucoup plus institutionnelles dont on souhaite qu'elles commencent très rapidement. Monsieur le Président, peut-être le parquet a perdu l'opportunité des poursuites, mais quoi qu'en matière économique et financière, pour le petit financier, il y aura toujours des classements sans suite lorsque l'infraction est insuffisamment caractérisée, bien entendu. Donc, parfois, on hésite entre la voie pénale et le civil, ça c'est certain. Donc, il y a quand même une opportunité pour choisir si c'est du pénal ou si c'est du civil en fonction des éléments du dossier, bien entendu. Le parquet a toujours l'opportunité du mode de réponse, bien entendu. Il y a toujours la composition pénale. Moi qui homologue des compositions pénales, mais au tribunal de Créteil, je dois en avoir environ 80 par semaine. Vous voyez, c'est un mode de poursuite qui est utilisé fréquemment. Pour les primo-délinquants, précisément, les casiers judiciaires ne portent trace d'aucune condamnation. Mais j'allais dire, le mot avait été évoqué par un de mes collègues qui avait été précédemment auditionné. Il avait parlé de culture du magistrat. Moi, je pourrais préciser qu'il y a une culture du parquet. C'est vrai que, comme tous les parquets, il y a une politique pénale, plus ou moins répressive, plus ou moins axée sur telle ou telle infraction, délinquance routière, détention de stupéfiants, bien entendu. Et ça, le juge du siège, lui, est tributaire. Il voit arriver des dossiers en comparution immédiate qui, manifestement, mériteraient qu'une composition pénale. Alors, à l'issue, il y a quand même des échecs. Il y a quand même des échecs de ces mesures de composition pénale. J'allais dire, si on peut le chiffrer à environ 20 ou 30% en fonction des tribunaux, ça reste à déterminer. Je ne pense pas qu'on puisse faire une moyenne nationale parce que les chiffres sont trop disparates pour faire une telle moyenne. Il y aurait beaucoup trop d'écart. Nous avons à Créteil un parquet qui est, je pense, suffisamment répressif et qui nous fournit en comparution immédiate de manière importante, ou en matière de juge unique pour les délits routiers, nous avons parfois 40 dossiers par audience par jour, à peu près, en matière de circulation routière, défaut de permis de conduire, alors que, vous voyez, à l'inverse, à Évry, nous avions entre 12 et 20 dossiers. Vous voyez la différence pour deux gros tribunaux, c'est les deux plus gros tribunaux de France, 8e et 6e en France, et nous avons une disparité de la réponse pénale qui est apportée.